De la violence, on fait l'expérience de la guerre, on fait l'expérience de la manipulation, on fait l'expérience d'atrocités. Et donc là, on va dire c'est inhumain. Et pourtant, ces atrocités, ces actes inhumains sont bel et bien perpétrés par des êtres humains. Si c'est pas humain, qu'est-ce que c'est? Si c'est pas humain, ça veut dire que c'est quoi? Quel être? Comment peut-on appeler si humain ne correspond qu'à nos bons côtés, pour schématiser, et inhumain qu'à nos mauvais côtés? Comment on appelle l'être qui est à la fois humain et inhumain? Être humain a-t-il encore un sens? Peut-être que on est un brin espiègle, j'espère pas provocatrice, c'était absolument pas l'intention, mais en tout cas peut faire réagir. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que on entend parler de ça, c'est pas humain, humaniser ceci, il faudrait humaniser ça, et je comprends bien ce qu'il y a dedans. En tout cas, moi, je me suis fait une représentation de qu'est-ce que je mettais là-dedans. Derrière, humaniser ou rendre plus humain, ben finalement, c'est se raccrocher à ce que l'on trouve de meilleur. Euh, Être bon, généreux, dans la tolérance, vivre en paix, pouvoir se respecter, partager la solidarité, vivre ensemble, finalement, vivre en symbiose ou plus largement en harmonie. Et pourtant, on a et on fait l'expérience de la violence, on fait l'expérience de la guerre, on fait l'expérience de la manipulation, on fait l'expérience d'atrocités. Et donc là, on va dire c'est inhumain. Et pourtant, ces crimes, ces atrocités, ces actes inhumains sont bel et bien perpétrés par des êtres humains. Donc, qu'est-ce qu'on peut qualifié d'inhumain chez un être humain? Donc, est-ce qu'on peut être humain et inhumain à la fois? Est-ce que l'inhumanité est l'autre facette de l'humanité? Et donc, pouvoir se dire que on est humain quand on fait le bien, on est inhumain quand on fait pas le bien. Et moi, ça me faisait pas sens. Et je serais vraiment curieux de vous lire ou de vous écouter sur cette question. Que euh, moi, j'étais assez perdu et perplexe quand j'ai réalisé que finalement, on prenait ce qui nous arrangeait dans le vocable humain. Et est-ce que si on regarde en profondeur et avec honnêteté la question de c'est inhumain, est-ce que c'est pas une façon de se voiler la face? Est-ce que c'est pas une forme de déni? Ne serait-ce pas finalement une protection parce que c'est trop souffrant de voir la violence droit dans les yeux, de voir l'horreur en face de nous, y compris venant de nous-mêmes. Ça peut être nos propres comportements violents. Et, et du coup, je me disais, mais peut-être que je fuis une vision fidèle de la réalité en me disant, ça, c'est pas humain. Mais alors, si c'est pas humain, qu'est-ce que c'est? Si c'est pas humain, ça veut dire que c'est quoi? C'est minéral, c'est végétal, c'est animal. Et, et souvent, on a tendance à mettre la question de l'inhumain sous le côté animal. Et donc, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais cette question de voir l'inhumanité droit dans les yeux, qu'est-ce que ça vous... Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on peut le supporter?
Et est-ce qu'on peut se dire que ça fait totalement partie intégrante de notre humanité dans un sens plus large que seulement opposer un comportement humain et un comportement inhumain. Cette question de l'humain versus l'animal, alors biologiquement, on est dans le règne animal, mais finalement, dès qu'on veut définir l'humain, ben moi, j'en arrive souvent à des oppositions. Et donc là aussi, dites-moi, partagez-moi un petit peu votre vision, mais souvent on dit, ben oui, on est humain parce que on n'est pas animal, parce qu'on n'est pas une plante, parce qu'on n'est pas un caillou, mais, mais vraiment, est-ce que c'est ça? Donc finalement, c'est se séparer, se sentir séparé de ces éléments-là qui nous fait nous sentir humains. Et là aussi, je rentre dans une autre impasse, la même que, ou en tout cas une autre impasse, celle que j'avais creusée, ok, humanité, inhumanité, est-ce que ces deux facettes sont les mêmes? Mais alors de quel être? Comment peut-on appeler si humain ne correspond qu'à nos bons côtés, pour schématiser, et inhumain qu'à nos mauvais côtés? Comment on appelle l'être qui est à la fois humain et inhumain? Ou bien on va aller vers une caractérisation de ce que on n'est pas. Et moi, ça ne me convenait pas parce que au moment où je m'ouvre et où je peux ressentir vibratoirement une connexion avec le monde qui m'entoure, ben, me séparer et me dire que je ne suis pas en moi un prolongement du règne végétal, du règne animal, etc., même biologiquement, c'est une erreur, c'est une hérésie. Nous venons d'êtres unicellulaires qui sont les bactéries, que sont les microalgues, que sont les archées, que sont les virus. Et tous ces êtres unicellulaires se sont agrégés, ont fait des formes de vie de plus en plus complexes et de plus en plus élaborées, non pas élaborées dans le sens qu'elles soient supérieures ou inférieures, mais en tout cas avec des spécialisations, une complexité d'organisation qui est de plus en plus élevée. Et en même temps que cette complexité augmente, ben, notre capacité d'adaptation diminue aussi. Et donc ça, c'est étonnant, on devient plus fragile en étant plus complexe. Et donc, la génétique nous apprend que la plupart de nos gènes, dits humains, sont des gènes hérités des virus, des bactéries, de nos croisements avec nos origines. La biologie toujours nous apprend que notre microbiote, et c'est un de mes dadas, j'ai creusé la question et je continue à la creuser, fait que nous portons beaucoup plus d'ADN microbien que d'ADN dit humain, que nous avons plus de cellules microbiennes que de cellules humaines, que le dialogue qui s'établit entre nos micro-organismes et nos cellules repose sur un langage biologique universel que Emerald Meyer, ce chercheur américain, a décodé et a prouvé que nos cellules et nos micro-organismes communiquent en dépassant les barrières des espèces. Moi, ça m'a bluffé de me rendre compte qu'un champignon pouvait discuter avec une bactérie, discuter avec un arbre, discuter avec ça, et même créer des pensées dans notre cortex dit humain. Donc, en quoi je peux dire que je ne suis pas aussi les bactéries qui me composent, que je ne suis pas aussi fait de ces morceaux de virus qui créent mon ADN, que je ne suis pas fait non plus de la grande partie des gènes des lignées animales et avant eux végétales qui portent la vie sur Terre depuis maintenant près de 4 milliards et demi d'années. Donc, je lis en même temps vos commentaires et Alfio nous dit
qu'est-ce qu'une cellule microbienne? Ben ouais, ben écoute, moi, j'ai pas la réponse. Je pense que l'organisme aujourd'hui que l'on qualifie d'organisme humain, et c'est quand même commode d'avoir une certaine nomenclature commune pour s'appeler, euh, est fait finalement de bactéries qui se sont spécialisées, qui se sont figées, qui se sont agglomérées, mais plus on creuse, plus on va à l'interface de nous et du monde qui nous entoure, plus on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'interface et qu'il n'y a pas de frontière entre tout ça. Donc, donc si inhumain, c'est le comportement des humains et que c'est pas celui des animaux. Et pour regarder les animaux dans la nature, on s'aperçoit que la plupart des actes de violence ne sont pas délibérés. Ils agissent par besoin, par défense, par conquête de territoire ou défense de territoire, par besoin de se nourrir. Et lorsqu'on observe la nature, finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément une notion de préméditation d'une certaine violence. Alors, du coup, c'est pas non plus Ben oui, c'est ce que tu dis, Pauline, tiens, je vais me permettre de mettre. Ça, c'était le coucou à Mylan. Là, je trouve que l'inhumanité est pire que l'animal. L'animal ne calcule ni n'organise pas de guerre ni de vengeance. Mais ouais, tout à fait. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est compliqué de pouvoir se référer à notre côté non animal pour se qualifier d'humain. Simone nous dit, pour moi, je suis un être divin. La peau humaine, à travers cette peau, on est face à tout ce qui est possible de vivre. Le beau et l'horrible, prendre conscience que je suis capable de l'horrible me rend plus belle, plus humble, plus spacieuse. Waouh! Voilà une sacrée définition et c'est sacrément intéressant. Merci, merci Simone. Le, hop, je suis coincé un petit peu par ma technique. Je ne voulais pas faire ça. Et on a Nicole qui nous dit: où voulez-vous nous amener en disant cela? Ben, peut-être juste la question de et, et est-ce que se définir humain nous enferme ou nous libère? Et je crois que c'est vraiment ce qui aujourd'hui m'anime, c'est de rechercher plus ce qui me libère que ce qui m'enferme. Et, et donc là, Nicole, tu me permets, ou vous me permettez, de faire le lien avec la question de ce qui nous définit, nous enferme-t-il ou nous libère-t-il? Et moi, en creusant ça, je me suis aperçu de plus en plus que ce qui me définissait me limitait, m'enfermait, m'emprisonnait. Et donc, à la question de être humain a-t-il encore un sens? Peut-être qu'une des couches en dessous est-ce que se définir humain nous pose une certaine limite? Et est-ce que cette limite peut être intéressante? Par exemple, une limite éthique de ne pas faire ceci ou faire cela, une limite morale, une limite sociale, très bien. Et du coup, en termes d'organisation de société, trouver un point commun de l'humain peut nous permettre. Mais est-ce que dans le même temps, se définir trop finement comme humain ne nous limite pas et mon intime conviction, et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette émission, c'est pour pouvoir vous la livrer. Mon intime conviction est que oui, chaque fois que je crée une définition, je crée une limitation. Comment je ressens les choses? Si je me définis, ça veut dire que je viens créer un début et une fin. Et je viens donc polariser
euh, un élan, une trajectoire, une pensée, en lui mettant une limite. Puisque par définition, définir quelque chose, c'est pouvoir le matérialiser. Et dès qu'on le matérialise, on va mettre des limites. Et les limites, ben oui, Nicole, les limites sont cloisonnantes, exactement. Et donc, est-ce qu'à l'intérieur de ces limites, à l'intérieur de ces cloisons, ça permet de créer un espace sécure où on peut se développer? C'est typiquement le ventre maternel, la poche du kangourou, notre maison, notre chambre, et qui va nous permettre d'offrir un espace de protection, un cocon, lorsqu'on est vulnérable, lorsqu'on n'est pas indépendant, lorsqu'on n'est pas autonome, lorsqu'on est assoupi, lorsqu'on est endormi. Mais est-ce que dès que l'on va vouloir explorer des territoires plus grands, il ne va pas falloir sortir de cette pièce-là, et aussi douillette soit-elle, et donc passer la cloison, passer le mur. Et donc l'image que je vous prends est exactement celle de notre développement. Et si l'on remplace mur par croyance, par définition ou peut-être par conscience, à ce moment-là, on voit que chaque fois que l'on va repousser une définition ou enlever une définition, on va repousser la limite, mais on en crée une autre, peut-être un petit peu plus loin. Et donc, on va sortir de la chambre pour évoluer dans la maison, un peu comme un chat que l'on vient de recueillir. Les vétérinaires nous recommandent de les mettre plutôt dans une seule pièce au départ, qui prennent leur marque, et puis ensuite, petit à petit, leur donner toute la liberté de façon progressive, mais pas anxiogène. Et est-ce que c'est ça notre chemin, de pouvoir aller se confronter à nos limites, et pouvoir les repousser petit à petit en créant d'autres un petit peu plus loin? Ou est-ce qu'on peut finalement supporter? Est-ce que on a la capacité de finalement s'accepter sans limite, et accepter que peut-être nous ayons une conscience beaucoup plus grande et beaucoup plus universelle que celle que l'on peut se donner en se qualifiant d'animal, d'humain, de garçon français habitant à Marseille, faisant tel métier, etc. Et donc finalement, on crée à travers chacune de ces définitions euh, une représentation. Et cette représentation-là, ben, si on y croit, si on s'y attache, aujourd'hui on sait que nos croyances sont vibratoirement. Donc là, on revient de la spiritualité à la science, et j'aime passer de l'un à l'autre. Ben, la physique quantique nous apprend que ces vibrations-là sont créatrices, viennent interférer avec d'autres et viennent moduler la matière. Et donc, c'est troublant, et parfois ça peut être contre-intuitif, mais à partir du moment où on se représente une barrière, même si c'est dans notre tête, si c'est un schéma de croyance, même si c'est quelqu'un d'autre qui nous dit tu es comme ceci et qu'on se conditionne à ça, on va créer dans la matière cette barrière que l'on s'est créée. Et donc, moi, ça m'interpelle, parce que quel chemin on peut faire dans l'autre sens pour, au contraire, découvrir. Et c'est pour ça que je l'appelais le chemin du vivant, parce que je ne pense pas avoir la réponse absolue un jour, et je pense qu'elle n'existe pas. En tout cas, elle nous appartient, et à nous, et elle est en nous, et cette vérité-là n'appartient qu'à chacun et chacune d'entre nous. Mais en tout cas, ce chemin de jouer avec les limitations, de jouer avec les barrières, et de voir où est-ce que ça nous amène. Donc, Marie nous dit les limites sont-elles faites aussi pour les dépasser? Bah écoute, en tout cas c'est ce que je pense. Alors est-ce que c'est leur nature d'être faites pour les dépasser, ou est-ce que on se les met au contraire pour ne pas les dépasser et être confortable à l'intérieur, jusqu'à ce que, comme la coquille du Bernard l'Ermite, ou
la chrysalide du papillon ou l'œuf du petit poussin soit trop petit pour nous et qu'on doit faire éclater ça parce que l'élan de vie qui nous traverse est plus fort que l'enfermement dans lequel on est. Valérie nous dit, pour moi, me définir m'enferme dans une seule potentialité parmi les milliards possibles. C'est un point de vue qui est super intéressant. Je suis allé un petit peu trop vite. Je suis allé sur Nicole qui ne peut échapper en condition. Je vais rebondir sur la science toujours nous dit que le meilleur modèle pour présenter notre univers est l'univers bloc, et, qui est la prolongation des théories d'Einstein, modernisées maintenant, et dans lequel, et ça fait un peu bugger le cerveau, dans lequel le futur est déjà là et le passé est encore là. Et donc, on a au même endroit, au même moment, et on ne peut pas parler d'endroit parce que la notion d'espace et de temps se redéfinit immédiatement. On se retrouve avec un changement de paradigme complet qui est ou qui serait que ce n'est pas notre passé qui va conditionner notre futur. Et alors ça, c'est un changement complet de paradigme par rapport au karma, par rapport à la conscience qui fait des relations de cause à effet, et toute la science qui repose sur la causalité et donc les conséquences de nos causes. Et bien là, ça serait exactement l'inverse, c'est-à-dire que le futur se déroule devant nous avec autant de possibilités, des possibilités infinies, et que notre libre arbitre est d'aller consciemment ou inconsciemment sur un de ces futurs. Et à partir du moment où on choisit un de ces futurs qui est réalisé mais pas encore manifesté, à ce moment-là, il va se créer de vibratoirement, il va passer dans la matière et se matérialiser. C'est ce qui va créer notre passé. Et ça m'intéresse beaucoup. Je ne dis pas que c'est forcément une vérité entendable par tout le monde, voire même elle peut être controversée, et c'est très bien. Mais moi, ça résonne beaucoup plus de penser que tous les futurs possibles existent, sont déjà là, et que à partir du moment où je vais en choisir un, c'est ce qui va écrire mon passé. Alors on dit oui, mais pourtant le passé, on l'a bien vécu. Et c'est là où une autre théorie de la physique quantique nous éclaire, c'est l'intrication, et c'est le fait que toutes les molécules qui se sont rencontrées un jour dans leur vie, et donc c'est le cas depuis le Big Bang de tout l'univers qui nous entoure, lorsqu'on en bouge une, toutes les autres bougent, ou en tout cas celles qui se sont rencontrées bougent exactement pareil. Donc ça veut dire que si on bouge en choisissant notre futur, on fait bouger notre passé qui est dans le même univers. Et finalement, c'est pas si déconnant que ça. On a la faculté de faire revenir dans le présent notre passé par la mémoire, par le rappel des souvenirs, mais on peut aussi choisir de se libérer d'un certain nombre de choses et donc de rendre à ces mémoires du passé bloquées dans un certain espace-temps leur liberté sur un univers, un espace plus grand, mais du coup moins matérialisé dans la matière et plus fluide, et donc qui rejoint grand vide cosmique. Donc, je ne sais pas si je vous ai perdu, si on est toujours là, mais en tout cas, là, on touche à des notions qui, finalement, font converger des notions scientifiques actuellement prouvées, et là, les informations sont disponibles sur plein de chercheurs. On en a un à Marseille, Philippe Guillemont, qui travaille au CNRS, donc c'est pas un petit organisme de recherche, et qui travaille justement sur toutes ces questions-là, et qui, je vous invite à l'écouter, va très très loin dans ces thèses-là. On a aussi
une convergence finalement de certains textes spirituels ou de certaines philosophies comme certains bouddhismes parce qu'il y en a plusieurs, qui ont le vide comme matrice créatrice et que tout est dans le vide, le emptiness, et que c'est dans le vide que tout se crée. Et aujourd'hui, la science nous amène des éléments qui étayent cette possibilité que le vide ne soit pas vide, mais que le vide soit justement le siège, la structure, d'où laquelle la vibration, la vie peut émerger et se créer. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire, et le vide sera sûrement un des prochains thèmes que j'aimerais aborder sur ces chemins du vivant. Donc, je reviens un petit peu à l'humain, et Nicole dit on ne peut échapper à notre condition. Et alors ça, c'est marrant, ça me plaît bien cette question-là, parce que j'étais en train de lire, ça s'appelle Freedom, c'est pas nouveau comme ouvrage, c'est épais, c'est écrit petit, c'est en anglais, et ça s'appelle Freedom, the End of the Human Condition. C'est la fin de la condition humaine, et selon Jeremy Griffiths, qui l'a écrit, qui est un chercheur australien, je crois, qui est professeur à la fois de physique, qui a un doctorat de psychologie ou de psychiatrie. Enfin, voilà, c'est quand même un éminent chercheur, et qui parle et qui nous parle justement de la condition humaine. Nicole, est-ce qu'échapper à notre condition, je crois qu'on revient là à l'histoire des croyances. C'est-à-dire que si on se définit par rapport à notre condition, et allons jusqu'au bout du geste, notre condition humaine, c'est quoi notre condition humaine? Et donc notre condition humaine serait de quel point de vue? Est-ce qu'on va prendre notre nature biologique, notre architecture psychologique, notre architecture énergétique? Donc finalement, à quoi on se réfère? Et c'est là où ça m'intéresse aussi de vous entendre, parce que nos choix de société, finalement, peuvent se lire, se comprendre selon la façon dont on définit la condition d'être humain. Et je découvre, parce que ça y va là dans le. Ah oui, alors Simone me dit, je mettrai un commentaire, je ne sais pas si vous le voyez ici là. Jeremy Griffiths, et donc c'est et ça s'appelle Freedom, the End of the Human Condition. C'est un pavé, hein, c'est assez chaud, mais vous allez trouver. C'est pas récent, hein, comme ouvrage. Il a été pris un petit peu comme un fou. Et pourtant, je trouve qu'il a le mérite de poser des questions un peu iconoclastes, en tout cas, moi, qui me nourrissent. Et vous le voyez, j'ai de la délectation, de la gourmandise même à partager et à débattre avec vous sur ces questions-là. La question de notre condition, et où est-ce que ça nous amène? Pour moi, et c'est une de mes lectures de l'actualité, c'est que selon la façon dont on va accepter une certaine vision de ce qu'est notre condition humaine, on va à partir de là bâtir non seulement une organisation de société, mais on va aussi projeter comment tout s'organise autour de nous. Par exemple, si on se définit comme le prolongement évolutif d'une forme de vie animale, et que notre condition humaine pourrait être définie comme un animal doué de conscience, alors pour moi, ça ne résonne pas, parce que ça veut dire que d'autres espèces ou d'autres êtres n'auraient pas de conscience. Mais admettons, on peut se prolonger là-dedans. C'est quand même une idée
assez répandu dans notre société de penser que l'humain a la conscience et c'est ce qui le différencie de la plupart des autres êtres vivants. À ce moment-là, on va se dire, puisque nous avons et nous sommes dotés de conscience, nous sommes à un certain sommet de la pyramide euh, animal, nous avons la capacité de créer, de faire, d'inventer, etc., etc., de manifester finalement l'esprit en matière. On pense à quelque chose, on l'imagine, on le fait. Et donc on crée une société d'ingénieurs. On va créer une société finalement de personnes qui vont pouvoir se, se distinguer en mettant en œuvre un certain nombre de processus pour nous permettre de finalement faciliter la vie, avoir du temps libre, etc. Et ça a été la vision d'un certain progrès évolutif que l'on a eu avec les déplacements, le chauffage, le téléphone, les fusées, la télé, etc., etc., etc. Et puis jusqu'à un certain point, parce que c'est une limite et du coup on s'enferme aussi là-dedans. Et surtout, on voit bien qu'il y a d'autres choses qui se passent, que ça n'explique pas tout, qu'on ne peut pas tout résumer à ça, qu'il y a des subtilités, qu'il y a des énergies plus subtiles, qu'il y a des ressentis, que la vie ne se déroule pas exactement comme cela et que même si on va creuser là-dedans, ça ne nous amène pas d'explication sur l'origine des pensées, l'origine même de la vie, pourquoi une architecture de cellules devient un organisme vivant, pourquoi certaines cellules du même organisme peuvent se reproduire, d'autres mourir, peuvent se spécialiser, etc. Alors on va trouver toujours l'hormone qui fait ceci, le signal qui fait cela, etc. Mais là on vient trouver le matériau qui sert de support, mais qu'est-ce qui est à l'origine? Là, on n'en sait fichtrement rien. Et donc, on est toujours à finalement ne pas savoir et ne pas comprendre finalement cette essence même qui nous définit. Je me permets de l'afficher, puisque Christophe, merci, j'avais pas compris ta question, Simone. C'était, oui, Philippe Guillemant, qui est passionnant. Et c'est par exemple le premier chercheur physicien qui a prouvé l'existence de l'âme. C'est quand même super intéressant d'avoir un chercheur du CNRS qui prouve scientifiquement l'existence de l'âme. Après, on en fait ce qu'on en veut. Est-ce qu'on est prisonnier de cette représentation-là? Est-ce qu'on l'intègre? On se dit, OK, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que mon âme qui porte un certain nombre d'informations, j'en suis prisonnier à nouveau? Ou est-ce que je peux du coup utiliser cette information, m'en libérer, etc., etc. On en fera sûrement aussi une émission dessus. En tout cas, je vous invite vraiment à écouter ce monsieur. C'est assez passionnant et très inspirant. Donc, j'en reviens à cette question de conditions. Finalement, notre condition nous donne un certain confort à un moment donné, mais devient aussi enfermante à un autre moment. Donc, je crois que il est illusoire, en tout cas, moi, je me garde de penser que j'ai trouvé la définition ultime, que j'ai trouvé la solution, mais j'aime me dire que j'ai repoussé la limite de ce qui nous définit un petit peu plus loin et qu'en ouvrant ce champ-là qu'on peut appeler champ de conscience, c'est-à-dire la vision que l'on a de nous-mêmes plus ou moins élargie, c'est-à-dire réduite à ce que mes yeux voient, ou bien élargie à ce que je ressens, ou même encore élargie à tous les mondes subtils que je peux capter, m'entraîner à développer ça, etc., me laisser traverser, bref, me relier à des choses beaucoup plus grandes, plus subtiles, non manifestées. Et finalement, j'ouvre chaque fois un champ de compréhension plus grand et en même temps, je des potentiels. Et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait presque conclure. Je crois que, ou en tout cas pour moi, conclure là, mais vous laissez peut-être la parole pour des questions que
finalement, nous, nous vivons à l'intérieur de ce champ de représentation. Et quand moi je pose la question de est-ce que humain a-t-il encore un sens, je crois sincèrement qu'il en a un. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin que ce qui est communément admis comme humain, ou est-ce que j'ai envie d'englober humain et inhumain dans cet être multidimensionnel et multipotentiel que nous sommes? À ce moment-là, je ne sais pas comment l'appeler. Et si je ne sais pas comment l'appeler, je trouve ça plutôt heureux, parce que d'abord, j'ai toujours eu un peu de méfiance pour tout ce qui est auto-déclaré. Je m'auto-déclare ceci, je m'auto-déclare cela. Non pas que j'ai pas eu la tentation de le faire dans ma vie, sûrement, mais de plus en plus, j'ai de la méfiance par rapport à ces choses auto-déclarées. Donc, j'aime bien l'idée de ne pas savoir et de rester dans ce doute-là. Ça me maintient en alerte, ça me maintient ouvert, ça me maintient à l'écoute finalement de ce qui peut m'arriver. Et donc, nous sommes des êtres, à mes yeux, certes aussi humains, mais plus ça va, plus je me dis que l'humain est une petite partie de l'être que je suis. Et donc, je ne repousse pas, je ne rejette pas l'idée d'être humain avec ses facettes, bonnes, plus mauvaises, mais encore là, on est dans un certain jugement, mais je garde cette ouverture de me dire que je n'ai pas de limite. Et ça me limite parce qu'aujourd'hui, ne pas avoir de limite me met dans un champ. J'arrive pas à faire rentrer l'infini dans mon champ de conscience. Et je pense qu'on n'est pas sur le même plan, justement. En tout cas, ce potentiel illimité est à découvrir. Et ce qui m'empêche de le découvrir, ce sont finalement toutes les croyances, tous les conditionnements, tous les murs que je me suis mis, qu'on m'a imposé, que j'ai bien voulu accepter inconsciemment, consciemment, etc., que j'ai hérité. Et finalement, peut-être que ne pas savoir est l'attitude la plus ouverte pour cheminer. Donc, j'avais envie de vous partager ces réflexions, d'ouvrir peut-être plus de portes que je n'en referme. Je ne sais pas du tout si ce format-là vous convient, si c'est quelque chose qui vous stimule. En tout cas, je trouve que le chat est super actif et là, j'ai un peu de retard pour tout lire, mais un certain mystère de la vie et sa complexité pour Pauline, l'optimisme est constructif pour Nicole, il entretient peut-être notre confiance au fond. Ah, ça c'est sympa, l'histoire de la confiance. Merci Pauline pour ce pont. Euh, j'ai lu, je crois que c'est un des posts aujourd'hui de Thierry Jensen, et j'aime le suivre, et j'aime bien une certaine approche qu'il a. J'aime bien, c'est un pur ressenti personnel. Et, euh, et Thierry partageait aujourd'hui, je crois, un texte sur la confiance et la foi, et finalement que cette foi ou cette confiance, c'est quelque chose que l'on a forcément à l'intérieur de nous. Et lorsque on ne se rappelle plus que finalement on peut avoir cette foi indéfectible à la vie qui nous traverse, moi j'appelle ça l'amour parce que je pense que c'est le mot qui définit le mieux la structure énergétique de qui nous sommes, au sens vraiment physique du terme, pas au sens poétique ou romantique du terme, mais vraiment au sens physique du terme. Cette vibration-là qui nous constitue, cette énergie vibratoire, pour moi, c'est l'amour, c'est l'universalité de cette vibration. Eh bien, est indissociable de la foi et la confiance, et finalement, la foi en la vie, la foi en le vivant, se trouve non pas dans notre tête, mais se trouve dans nos ressentis les plus profonds. Et
et se retrouve dans finalement ce que peut-être notre mental n'arrive pas à capter, et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un schéma de causalité, de cause à effet, mais qu'on rentre dans un schéma d'ouverture justement et d'abattre petit à petit ces limites. Non que ça soit une obligation, mais j'aime à penser que notre évolution se fait autour de la vie qui se développe. Et lorsque on, on sent la vie pousser en nous, que ça devient à ce moment-là inconfortable, et là, c'est pas du tout agréable, mais qu'elle pousse fort, ça en est presque douloureux, ben, on se doit d'agrandir un peu cet espace-là pour qu'elle puisse se développer encore. Et donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas nous qui aspirons la vie, mais nous sommes poussés par la vie et nous sommes grandis par la vie. On ne grandit pas, on est grandi par la vie, on est poussé par la vie. Et donc, je pense que en tout cas, moi, je mets de plus en plus mon attention sur ma capacité à créer un réceptacle biologique de plus en plus large pour accueillir la vie qui me traverse. Et à ce moment-là, par résonance, elle vient modifier ma biologie et ma biologie vient aussi changer la façon dont la vie résonne en moi et on est dans un cercle, dans une danse qui n'est pas sans rappeler le double brin d'ADN, mais une danse permanente entre la vie qui nous traverse et la matière qui sert de réceptacle, etc., etc. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, pour un autre numéro, une autre émission de Sur le chemin du vivant. N'hésitez pas à le partager si ça vous a plu. Je vous embrasse, passez une belle soirée et je vous dis à bientôt.